Bonjour à tous, bienvenue. L'invité du Grisou.fr aujourd'hui est Régis Juanico. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes député de la Loire, conseiller général de la Loire également et premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. 14 mois déjà de mandat de François Hollande à la tête de l'État. On va justement pouvoir en parler avec vous. On retient beaucoup de mauvaises choses si on écoute l'opposition et même si on écoute les Français parfois. Est-ce que vous y voyez des bons points sur ces 14 premiers mois? D'abord, 14 mois, ce n'est pas l'ensemble du quinquennat. Donc il faut éviter de faire des bilans trop précipités. Il y a encore 4 ans devant nous. Je crois que François Hollande, quand il a été élu président de la République, il a dit une chose claire. Je souhaite redresser la France dans la justice avec 2 priorités, l'emploi et la jeunesse. Alors c'est vrai qu'on a eu une première année difficile, parce que nous avons hérité d'une situation économique et financière très dégradée de la part du précédent gouvernement, sur le plan des finances publiques en particulier. Donc il a fallu amorcer un redressement. Et puis un contexte économique et social très difficile aussi, comme vous le savez, avec la récession, avec l'absence de croissance, et puis des chiffres du chômage qui continuent à augmenter. Donc on a mis le paquet, en particulier sur les dispositifs qui permettront de créer de l'emploi et de donner aussi la compétitivité à nos entreprises. Et de ce point de vue-là, dans la Loire par exemple, des dispositifs comme le crédit impôt compétitivité emploi, comme la banque publique d'investissement, sont des dispositifs qui conviennent tout à fait aux PME, aux petites entreprises industrielles qui ont du savoir-faire. Il y a encore 25% d'emplois industriels dans la Loire. Et donc ce sont des outils qui vont nous permettre de conforter ce tissu industriel-là. Et puis sur l'emploi des jeunes, nous avons aussi lancé un certain nombre de dispositifs. Je pense aux contrats de génération dans le secteur privé et les emplois d'avenir dans le secteur non marchand. Ces emplois d'avenir, il faut le dire, personne ne le dit, mais dans la Loire, ça marche très bien. On est parmi les meilleurs chiffres de réussite et en tout cas d'effectivité de ce dispositif au niveau national. Plus de 40% des objectifs de l'année ont déjà été remplis et on est à la moitié de l'année. Et donc, il faut le dire, quand des dispositifs marchent, nous espérons, comme l'a dit le président de la République, qu'à la fin de l'année 2013, il y ait une inversion de la courbe du chômage. C'est ce à quoi nous sommes complètement mobilisés. Mais nous avons voté 40 textes depuis un an à l'Assemblée nationale. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous sommes en ce moment sur des textes aussi très importants, sur la transparence de la vie publique, sur le non-cumul des mandats et bientôt aussi un projet de loi très important sur l'égalité homme-femme et sur l'économie sociale et solidaire. Donc sur l'emploi, principalement, l'un des points forts de la campagne. Les outils sont là, la boîte à outils est là, il ne manque rien. Il n'y a plus qu'à... Il faut que ça marche. Ces dispositifs donnent des effets maintenant. Alors on a eu une petite stabilisation le mois dernier, ce n'est pas significatif des chiffres du chômage, ils ont augmenté quand même de façon assez massive depuis maintenant un an. Par contre, moi je crois beaucoup à ces dispositifs-là, je le répète, notamment pour la compétitivité de nos PME, pour le financement de nos PME avec la banque publique d'investissement et bien évidemment avec la priorité à l'emploi des jeunes. Alors vous êtes un proche de Benoît Hamon, qui est ministre délégué au sein du gouvernement, plutôt à gauche du Parti socialiste. Est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise avec ces 14 milliards d'économies prévues dans le budget 2014 dans les services de l'État ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons redresser le pays en termes de finances publiques. Il y a encore quasiment 5% de déficit public en 2012, à peu près 4,8%. Et l'objectif, c'est d'arriver à 3% de déficit public pour se désendetter, tout simplement, pour retrouver des marges de manœuvre et ne pas laisser un héritage aux jeunes générations d'ici 2 ans. La Commission européenne nous a laissé un délai supplémentaire en raison de la conjoncture économique dégradée. Donc, pendant ces 2 années, effectivement, nous devons faire des efforts importants. C'est 20 milliards d'euros qu'il faut trouver dès l'année 2014. Il y aura 6 milliards d'euros qui seront des recettes nouvelles pour le budget, en particulier sur les niches fiscales improductives que nous allons continuer à réduire. Et puis, vous l'avez marqué, nous avons voté un projet de loi très important sur la fraude fiscale. Nous espérons avoir, il y a aujourd'hui parmi nos concitoyens qui ont des comptes à l'étranger de façon illégale, ils sont en train de se manifester. Nous espérons avoir 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires, rien que sur le volet fraude fiscale. Et puis, il y a le volet très important que vous avez mentionné. Il faut trouver à peu près 9 milliards d'euros aujourd'hui de dépenses en moins, en diminution, sur le train de vie de l'État. Ça ne va pas tuer la croissance, tout ça ? Non, parce que tout simplement, c'est des efforts qu'il faut réaliser. Ça veut dire que certains ministères, il va y avoir des moyens
supplémentaires. Je pense à l'emploi, plus d'1 milliard d'euros supplémentaires. Je pense à l'éducation nationale. Nous allons avoir une rentrée scolaire, enfin, après 5 ans de difficultés, où nous allons pouvoir avoir des classes supplémentaires, des postes supplémentaires, la formation des enseignants qui va être remise en route, donc, et des postes supplémentaires. Et puis dans d'autres ministères, par contre, il va y avoir des efforts qui vont être demandés. C'est vrai pour le ministère de la Défense, par exemple, où il va y avoir une réduction importante d'effectifs. Le ministère des Finances aussi, Bercy. Donc ce sont des efforts qui sont ajustés en fonction de leurs résultats sur l'emploi et sur la croissance. Nous ne voulons pas effectivement tuer la croissance ou ajouter de la rigueur aujourd'hui à une situation qui est déjà très, très difficile. Alors l'un des textes en débat à l'Assemblée ce mois de juillet, c'est sur le cumul des mandats. Ça fait très longtemps qu'on en parle, Oui. notamment durant la campagne de François Hollande. On se dirigerait donc vers 2017 au non-cumul entre un mandat de parlementaire et un poste exécutif local, un mandat exécutif local. Est-ce que vous allez être obligé de choisir, par exemple, entre vous êtes conseiller général, votre mandat de conseiller général et votre mandat de député? Le non-cumul, beaucoup en parlent. Nous allons le faire. Il va être effectif, effectivement, et en 2017, il n'y aura plus de possibilité de cumuler entre un mandat de parlementaire, député, sénateur, et un mandat d'exécutif local, président ou vice-président de département, de région ou de mairie. Il n'y aura pas d'exception, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de seuil en termes de population des communes, et nous avons même renforcé le texte la semaine dernière en commission à l'Assemblée nationale. Nous allons étendre ce non-cumul des mandats pour les parlementaires à toutes les fonctions locales du type établissement public de coopération, donc c'est l'intercommunalité, tout ce qui concerne les syndicats mixtes, tout ce qui concerne les établissements publics locaux ou les services publics locaux. Donc ça va aller très loin. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en conformité par rapport à cette nouvelle règle qui va s'appliquer à partir de 2017, puisque depuis le début, j'ai fait le choix d'être d'abord parlementaire, député, et parmi les plus actifs à l'Assemblée nationale, on le sait bien, mais aussi avec un mandat de base, conseiller général d'opposition au département, et j'ai toujours dit que je refuserais de rentrer dans un exécutif. Donc il faut la complémentarité. Un mandat local de base, ça sera toléré, permis, ça permettra de renforcer l'ancrage local que nous avons aussi en tant que député. Mais on pourra être conseiller municipal, conseiller régional de base ou conseiller départemental et parlementaire. Donc ce n'est pas la fin du cumul des mandats, il sera toujours possible. Ce n'est pas le mandat unique. Ça veut dire un seul mandat de parlementaire. C'est par contre un non-cumul très fort, puisque aujourd'hui vous ne pourrez plus être maire, député, maire, sénateur, vous ne pourrez plus être président de conseil régional ou général avec ce mandat de parlementaire. On est allé assez loin selon vous, on ne peut pas aller plus loin. On va très loin, et ça fait partie de tout un train de réforme aujourd'hui de notre vie démocratique, de notre vie politique. Je parlais tout à l'heure de la parité, notamment dans le projet de loi égalité hommes-femmes, où nous allons aller très loin. À l'Assemblée, justement, vous êtes rapporteur spécial pour le budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En ce sens, vous travaillez en tandem avec un autre élu UMP pour faire un rapport que vous remettez ce mois de juillet sur le sport amateur et le sport professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles possibles entre ces deux domaines? Est-ce que vous avez déjà les premières pistes, les premières conclusions de ce rapport? Oui, nous allons proposer de renforcer la solidarité entre, d'un côté, le sport professionnel, qu'il faut conforter parce qu'il génère des recettes, il y a une économie du sport, il y a des emplois dans nos territoires, et puis le sport à la base, le sport amateur et le sport pour tous. Il existe déjà des liens de solidarité, c'est vrai notamment dans le football par exemple, entre la Ligue professionnelle et la Fédération française de football, mais nous voulons étendre ces mécanismes-là, renforcer le Centre national de développement du sport, qui permet aujourd'hui, notamment à travers ses recettes de la Française des Jeux et la taxe Buffet sur la transmission de matchs ou de compétitions sportives, de pouvoir développer les équipements sportifs sur les territoires et aussi de financer les associations locales. Nous allons renforcer le CNDS. Nous allons demander aussi, quand il y a un grand événement sportif du type Tour de France, Paris-Dakar, l'Euro 2016, qui aura lieu en particulier à Saint-Étienne, qu'il y ait systématiquement un volet de solidarité vers les clubs amateurs lors de ces grands événements-là. Concrètement, c'est de l'argent. Oui, alors c'est de l'argent, et puis ça peut être aussi des actions, ce que fait la SSE par exemple à Saint-Étienne par rapport au club de l'environnement de Saint-Étienne, soit par la mise à disposition de joueurs qui vont au contact des jeunes footballeurs, soit dans des actions dans les quartiers, soit au niveau de la formation, qui est très importante dans notre modèle français. Il y a plusieurs possibilités d'exercer cette solidarité. Nous allons aussi demander
à ce qu'il y ait pour chaque partenariat privé, dès qu'il y a un sponsor privé, avec un lien qui concerne une fédération sportive ou un club professionnel, qu'il y ait non seulement un volet marketing sportif classique, mais qu'il y ait aussi un volet social et un volet intégrité du sport, développement de ces valeurs du sport dans chaque partenariat qui sera signé. Dernière question, Régis Juanico, vous êtes le patron du PS local. Quel objectif vous fixez pour les municipales ? Eh bien, vous savez que les municipales, les élections intermédiaires, en général, ne sont pas des élections faciles pour le pouvoir en place, on le sait. Donc on s'attend à des élections difficiles, bien évidemment, en mars 2014. Notre état d'esprit, c'est bien évidemment d'essayer de conserver aujourd'hui un maximum de villes, de communes, notamment celles qui ont été gagnées en 2008 dans le département de la Loire, en particulier les 5 principales villes de la Loire. Mais bien évidemment, nous y allons dans un état d'esprit où nous souhaitons l'unité et le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Si nous sommes unis et rassemblés dès le premier tour, face à la droite et à l'extrême droite, qui, vous le savez, réalisent des scores très importants dans notre département, nous pourrons, de cette manière-là, plus facilement conserver ces communes ou ces villes. Il y a aussi des possibilités de l'emporter dans des villes aujourd'hui où nous ne sommes pas majoritaires. Je pense par exemple à la commune de Rive-de-Gier ou à la commune de Villars, où nous allons réaliser le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Merci beaucoup Régis Juanico d'avoir été avec nous sur legrisou.fr. Je rappelle que vous êtes député, conseiller général de la Loire et premier secrétaire fédéral du Parti socialiste.